Je suis ravi d'être parmi vous pour parler de mon livre. Après un périple en Europe, j'étais en Espagne, en Allemagne, en France, en Belgique. J'étais très bien reçu pour parler de la religion de ma mère. On peut diviser le titre en religion d'un côté et de l'autre. Ça peut être l'athéisme, ça peut être le paganisme, ça peut être la patrie. Ma mère, ça peut être ma mère, mais également la vôtre. J'ai pris le soin de mettre un avertissement dans le livre en exergue où je dis « Celui qui dit « je » n'est pas l'auteur ». Donc à ne pas confondre miracle avec moi. Même si parfois il y a des gens qui disent « Si on lit Karim à l'envers, ça pourrait donner miracle ». Ils ont le droit de le penser, mais ce n'est pas moi. C'est vous, lecteur. Miracle, c'est peut-être également le miroir brisé, embué de Karim, et de vous également. Parce que quand on naît, on arrive au monde, on n'a pas choisi sa naissance, et on commence à vieillir, ce n'est pas à l'âge de 50 ans, mais dès la naissance. Dès la naissance, on se prépare à mourir. On me pose la question, Karim, est-ce que tu es optimiste, défaitiste? Je leur dis, je suis tragicomique. Donc mon livre, La religion de ma mère, est un livre tragicomique. Le livre m'a été inspiré par une citation de Jean Amrouche qui dit « J'écris en français, mais je ne pleure qu'en kabyle. » C'est touchant, oui, mais là on parle de sentiments. Je crois mon peuple, et plusieurs peuples sont piégés par le lyrisme, le romantisme. Pleurer. Nous passons notre temps à pleurer, au lieu de penser, au lieu de rêver. Et j'ai écrit un texte intitulé « L'Afrique doit retrouver son or ». Je dis la chose suivante: lorsque je suis né, on m'a collé l'étiquette arabe. À ma mort, je serai enterré musulman. Mon acte de naissance est un acte de décès. C'est tragique. Mais la tragédie fait partie de la vie. Mon roman, il est à la fois innocent et violent. C'est une métaphore de la vie, mais également une allégorie sur mon pays perdu. Il traite de plusieurs thèmes. Le premier, c'est la dépossession identitaire. Le second, c'est la désintégration de l'être humain. Il y a d'autres thèmes également. Il y a le délabrement du monde. Il y a plusieurs thèmes qui tournent autour de l'être humain et du monde. Le temps, le passé, l'avenir, le temps qui nous échappe, etc. C'est l'histoire de Miracle qui apprend la mort de sa mère alors qu'il est en train de faire l'amour. Il était quelqu'un et devient tout à coup quelque chose. Il avait tout, mais en apprenant la mort de sa mère, il devient rien du tout. Donc il perd sa mère, son père devient fou, son frère djihadiste, son ex-amour prostitué, son peuple un peuple de fantômes. Le style, c'est un mi-chemin entre la prose et la poésie. Un mi-chemin entre le récit picaresque et le monologue intérieur. Ce personnage central, donc Miracle, interroge l'identité d'une nation fragmentée qui peine à sortir d'une longue crise politique et brosse le tableau noir du monde, piégé par une double dictature ou une double barbarie. D'un côté l'islamisme et de l'autre le consumérisme. En somme, La religion de ma mère est un roman qui met en opposition deux visions du monde aux antipodes l'une de l'autre. La première,
c'est celle de la mère du personnage central, une vision innocente et sage. Et de l'autre côté, la vision de notre époque, barbare, brutale, chaotique et absurde. Dans ce roman, le narrateur raconte une anecdote. Il sort de l'école, enfant, il voit sa mère en train de prier dans le sens opposé à la Mecque. Choqué, il lui dit « Maman, c'est péché, c'est haram, c'est interdit, Allah te jugera. » Elle se retourne et lui dit « Je suis en train de surveiller ma marmite. » Ma Mecque à moi, c'est ma marmite. Mon prophète à moi, c'est toi, mon enfant. Donc là, j'ai improvisé. Généralement, j'ai un exposé. Là, je vous suis. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. C'est une causerie. Donc, ne vous gênez pas pour me titiller, me provoquer, me dire je vous aime ou je vous déteste. Quand vous voulez. Peut-être parler un peu du périple. Le périple, comment ça s'est déroulé, la tournée, le livre. Vous savez, votre périple, votre voyage, ce que vous venez de vivre. Ça a commencé en mars en Algérie. On m'a censuré, on a censuré mon éditeur et un libraire. On m'a menacé. J'ai dû donc quitter en urgence l'Algérie. Après, je me retrouve en France. Je suis passé par Montréal. Et malheureusement, c'était un peu serré pour organiser une conférence. Après, on m'invite en Europe pour une tournée. Donc, j'ai commencé par Paris, Mulhouse plutôt. Mulhouse, Paris, Toulouse. Il y a d'autres villes. Lyon, malheureusement, j'ai pas pu aller parce que c'est serré vraiment. J'étais à Alicante, j'étais à Barcelone, j'étais à Bruxelles et j'ai terminé par Francfort. Marseille, j'ai oublié Marseille. Ah oui, Marseille. On m'a invité au Maroc, mais malheureusement, j'ai pas pu aller. Nancy, etc. Mais mon livre sort en octobre en France, donc on m'invite pour une autre tournée. Et je sillonnerai l'Europe, pourquoi pas l'Asie, l'Amérique latine, etc. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez constaté à votre tour? Vous avez constaté, moi ce qui m'achale surtout, c'est la sympathie de la gauche envers les barbaries. Alors, comment vous comprenez ça? Comment Il y a malheureusement le conformisme. Il y a la bien-pensance. Moi, je l'appelle la bien-disance, parce que ce pas des gens qui pensent. Ils disent des choses, ils disent des conneries, la plupart du temps. Donc, partout, ça existe. Et surtout, j'ai constaté ça en Allemagne également, beaucoup plus qu'en France. À Francfort, au centre-ville, j'ai croisé des islamistes en train de faire la propagande. C'était vraiment choquant. Et ici également. Ici, c'est la gauche qui sympathise avec eux, c'est ça le problème? Moi, sincèrement, la gauche, oui, il faut accuser la gauche, mais également, il faut accuser la droite. Même en France, la droite est complice. À vrai dire, c'est la caste politico-médiatique qui ne dénonce pas l'intolérable. C'est ça qui me choque. C'est vrai, la gauche, c'est flagrant, mais même la droite également. Non, la droite, on le connaît, mais ce qui m'achète, c'est nous, on fait partie de la gauche. Alors, moi, je ne suis pas capable d'avoir un dialogue avec ces gens-là parce qu'ils m'apportent toujours les pauvres, les victimes. Oui, là, je pourrais peut-être m'étaler sur le sujet parce qu'il y a un sujet qui me passionne. À vrai dire, lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, la gauche a perdu, le socialisme a perdu. Il fallait le remplacer pour faire face au capitalisme. Ils ont cherché un remplaçant et ils ont trouvé l'arabe avec un grand A, de Camus, donc par extension le musulman, l'étranger, par extension. Et quoi qu'il fasse, il a raison quelque part. Même s'il y a le racisme, il faut dénoncer le racisme, il y a des étrangers qui sont victimes en Occident de racisme, mais j'ai l'impression l'occidental passe son temps à sangloter,
à pousser des sanglots de l'homme blanc, ce que Pascal Bruckner a qualifié de l'un de ses livres. Il faut sortir, à mon avis, de ce piège. La repentance, moi par exemple, mon grand-père paternel a été criblé de balles pendant la guerre d'Algérie, mais je ne vais pas passer mon temps à accuser la France d'avoir fait ça, même si c'est un crime. Mais il faut sortir, à mon avis, de cette équation. L'histoire est tragique. C'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure du côté tragicomique qui fait partie de ma vie, le mal fait partie du bien, quelque part. La mort fait partie de la vie. Et il y a des gens qui ont peur de la mort. Oui, il faut avoir peur de la mort. C'est raisonnable, il faut comprendre les gens, parce que c'est un sentiment instinctif. Mais la naissance me dérange également. Parce que je n'ai pas choisi de naître, quelque part. Pourquoi ne pas accuser ceux qui m'ont donné la naissance, par exemple? Ça, c'est renverser les choses. C'est très intéressant. C'est pour ça, ce que je fais dans ce livre-là, je dis, il y a des nuances. Parfois, ma plume est expéditive, je dénonce des choses, mais les nuances sont importantes. Vous avez dit, vous avez accusé la gauche, c'est légitime, mais également, si on creuse, on va trouver des choses à la droite, même l'extrême droite, par moments, également parce que le politique, il cherche à séduire, contrairement au poète. D'ailleurs, j'ai écrit un texte que je publierai prochainement, où je compare l'écrivain et le politique. Le politique utilise des semblants de vérité, plutôt des semblants de mensonge pour dire des semblants de vérité. Mais non, c'est le contraire. Le politique, là je confonds le politique, c'est la confusion des sentiments de Stefan Zweig ou des idées de moi. Donc le politique utilise des semblants de vérité pour dire des mensonges. Mais le romancier utilise des mensonges, donc je suis un menteur, pour dire des vérités. C'est quoi écrire? Écrire une fiction. Là j'ai inventé une histoire. Donc quelque part, j'ai utilisé des mensonges pour fabriquer cette histoire. Mais le but, c'est pour essayer de dire une vérité, donc la dépossession. Tout le monde est touché, donc sur le plan individuel, on est dépossédé. Parce que le temps nous échappe déjà. Comment parler du temps, une notion abstraite, par des mots du quotidien, des objets? Il y a quelque chose, c'est pour ça que la poésie existe. On utilise la poésie parce que quand on crée une image, par exemple mon texte « Toute femme est une étoile qui pleure », il y a des gens qui me disent « Karim, est-ce que les étoiles pleurent ?» Je l'ai fait exprès parce que j'écris une image qui provoquerait quelque chose chez le lecteur. Il va se dire « Pourquoi la femme pleure ?» L'étoile pleure, donc il y a quelque chose qui ne va pas. La femme est une étoile qui pleure, donc il y a une injustice envers les femmes quelque part. C'est ça. Là je délire un peu. Vous avez rencontré Onfray ou c'est juste une association de noms? C'est un article dans Le Devoir au sujet de mon roman. L'auteur, qui est philosophe, a comparé mon livre avec celui de Michel Onfray. Ah, bon, d'accord. Est-ce que vous comparez un peu les visions, si j'ose dire? Ça, pas vraiment. Parce qu'il est aussi tragicomédien, Onfray, d'une certaine façon. Moi j'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très cultivé. Après, on n'a pas forcément la même approche. Moi, je suis romancier, poète, où il est beaucoup plus philosophe. Il est beaucoup plus dans la raison, c'est-à-dire la plus pure. Moi, comment je vois les choses, c'est que il faut trouver un équilibre entre la foi et la raison. Quand je dis la foi, c'est pas la religion, hein, c'est-à-dire entre la poésie, entre le cerveau et le cœur. Il faut rendre le cœur intelligent et le cerveau sensible, quelque part, pour trouver un équilibre. C'est-à-dire, ce qui manque au cœur, c'est l'intelligence. Ce qui manque au cerveau, c'est les sentiments. Il faut trouver les deux, et je suis dans les nuances. Je ne suis pas expéditif, j'essaie de comprendre, parce que la vérité d'aujourd'hui pourrait se révéler un mensonge demain, parce que le mensonge d'hier pourrait être une vérité aujourd'hui. J'en veux pour preuve, par exemple, le colonialisme. On traitait le colon traite le colonisé de terroriste. Mais après l'indépendance, il va le traiter de héros, quelque part. Donc il y a quelque chose... Le poète se devrait d'être dans les nuances, à mon avis. Le philosophe également, parce que c'est quoi la création? La création, c'est le doute. On commence par le doute. Je doute de quelque chose. Ce livre-là est né d'un article, donc l'Afrique doit retrouver son nom. Je voulais
refaire mon passeport algérien à l'époque. Et je me lève le matin, je déplie mon passeport, je le vois, c'est écrit en arabe, il n'y a que la langue arabe. Et moi je suis berbère, il n'y a pas la langue de ma mère dans ce passeport. Et le passeport est vert, donc de facto, je suis musulman. Donc ça m'a énervé quelque part, donc j'ai écrit ce texte qui a donné naissance à ce livre. Donc c'est le doute, je doute, même si peut-être les gens vont voir ça, les Algériens ou les Kabyles vont voir ça comme quelque chose d'ordinaire ou même de banal. Moi, c'est pas banal pour moi, parce que c'est mon identité quelque part qui est bafouée. Donc, je commence par le doute. Je me pose la question, pourquoi le passeport est vert déjà? Et pourquoi il n'y a pas la langue de ma mère dans ce passeport? Et donc, ça a donné ça. Mais le politique, c'est le contraire, c'est la certitude. Il commence par la certitude. J'ai raison. C'est ça. Enfin, je ne généralise pas, il y a des politiques qui sont poètes également. Merci Kevin pour ce livre extraordinaire. Moi, j'ai commencé à le lire. Et en le lisant, je suis d'origine kabyle. Je retrouve un peu beaucoup même, on voit beaucoup cette violence qui est faite aux femmes, une violence qui est née d'un colonialisme arabo-musulman qui est arrivé au XIVe siècle et qui a été poursuivi par le colonialisme français qui est venu, qui a emmené les pères dans la terre qui nous a colonisés. Et ça, c'est vraiment très touchant de voir que la femme, à travers l'histoire, est passée d'une femme complètement indépendante, d'une femme reine, à une femme soumise, à une femme à qui on continue, on persiste en tout temps à enlever cette identité qu'effectivement on a, qui est écrite nulle part. C'est comme si on était les enfants illégitimes des Nord-Africains, alors que nous sommes les enfants légitimes de tout le peuple nord-africain. Est-ce que vous croyez que la violence que la femme berbère subisse au quotidien, ou bien subissait, ou bien subissent aujourd'hui, vient essentiellement de la religion musulmane, ou bien elle vient d'autres éléments que vous avez en quelque sorte effleurés dans votre livre? Donc pouvez-vous nous parler de ça? Je crois qu'il y a une certaine conjuration des imbéciles. D'un côté, il y a l'intégrisme religieux, et de l'autre, il y a le patriarcat. Sincèrement, après, on peut ne pas les mettre dans le même sac. Ça ne pèse pas, c'est pas le même poids, quelque part. C'est-à-dire, il ne faut pas comparer les choses. Mais cette équation, cette double, je dirais, injustice faite aux femmes, donc d'un côté, il y a l'intégrisme religieux, et de l'autre côté, le patriarcat, menace la femme chez nous. Et parfois, je donne des conférences, il y a du monde en Kabylie, il y a des femmes et des hommes, mais quand je vois, par exemple, il n'y a pas beaucoup de femmes, ça me gêne un petit peu. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Nous devons faire la place à la femme. Toute l'Afrique du Nord respecte la femme. Enfin, à travers l'histoire, si on regarde, il y a la reine Kaïna, la reine berbère Kaïna, qui a dirigé un bataillon. Il y a, par exemple, Fadma Soumer pendant la guerre d'Algérie, même avant la guerre d'Algérie. Et la femme devrait retrouver sa place qui lui revient de droit en Afrique du Nord. On ne peut pas bâtir des pays seulement avec la moitié de la population. C'est pour ça que j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Toute femme est une étoile qui pleure. Et il y a des choses, des sujets qui me dérangent, par exemple, le sujet de la virginité. Il faut aller jusqu'au bout des choses. C'est pour ça, moi, j'invite les gens, les Nord-Africains, à sortir du lyrisme, du romantisme. Nous devons voir les choses avec des yeux clairvoyants. Quand je me regarde dans la glace, si j'ai des qualités, pourquoi pas, mais si j'ai des défauts, je dois les assumer. Et non pas les farder, j'invite pas les gens à farder leurs défauts, à maquiller leurs défauts, c'est pas ça. Mais il faut trouver des solutions à nos problèmes quelque part. Donc la femme devrait trouver sa place qui lui revient de droit partout dans le monde. Et
Bravo. Rachid, j'ai une question à vous poser. C'est Rachid Carré. La question c'est précise. J'aimerais savoir quelle est votre opinion par rapport aux déclarations que Mme Daniel Awada avait faites dernièrement, qui ont fait. Je voulais voir votre position aux déclarations. Ah là là, vraiment. Comment vous le voyez? Je sais que c'est pas si moi, je voulais vraiment avoir votre position. Sincèrement, j'ai lu en filigrane ces déclarations. À vrai dire, je suis dans le... Pareil à ce débat. Non, il n'y a pas de problème, c'est une question légitime. Oui, non, c'est légitime. Toutes les questions se valent. C'est une question légitime. Et voilà, qu'est-ce que je pense? À vrai dire, j'étais absent. J'ai lu en filigrane ces déclarations, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Certainement, je crois le mouvement souverainiste québécois a du pain sur la planche. Il a perdu le nord. Et devrait travailler, devrait devenir davantage pragmatique. Ce que je disais sur les Berbères en général, l'âge lyrique, je crois que les Québécois le vivent en ce moment. Ils sont en train de vivre un romantisme québécois. Je les invite à devenir un petit peu, là je vais être un petit peu méchant, mais il faut titiller, c'est mon rôle d'artiste. Il faudrait qu'ils deviennent un petit peu adultes, c'est-à-dire s'assumer. Parce que c'est quoi L'âge lyrique, c'est quoi? C'est comme l'adolescent qui exagère son amour. Il est dans les étoiles. Les Québécois, j'ai l'impression, il leur manque une part de pragmatisme dans leurs engagements, et ça me dérange un petit peu. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après. Pourriez-vous être un peu plus concret, nous donner des exemples? Par exemple, voilà le cas par exemple entre Québec solidaire et le Parti québécois. Ils ont essayé, ils ont fait le travail, et ça n'a jamais fonctionné. Ils cherchent à travailler ensemble, mais ça ne marche pas. Pourquoi ne pas revoir ces choses? Pourquoi ne pas passer à autre chose? Parce que Québec solidaire a été pris en otage par les intégristes, voilà. C'est ça le problème. C'est l'arche de Noé. Une autre question? J'adore discuter avec toi et je le découvre de plus en plus. Tu parles de la déconstruction du soi et en même temps tu fais pas l'association, mais moi je la fais avec la maturité des identitaires québécois, ou du moins des gens qui voudraient un peu faire une nation ou se regrouper. Mais avec l'instantanéité du moment qui est le moteur de cette époque, tu en as parlé un peu, on n'est plus vraiment dans l'histoire, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est un petit commentaire, c'est Twitter, c'est Facebook, on mange, on oublie, copy, delete. Ça va être difficile de regrouper tous ces gens pour se trouver une identité s'il n'y a pas un socle, il n'y a pas une base qui fait appel à la culture, à l'histoire, à l'identité. Comment tu verrais, je dirais, un outil, si j'ose dire, pour essayer que les gens rejoignent le présent, la maturité, comme tu le dis si bien, et puissent finalement essayer de bâtir là-dessus, avec ce qu'est la société actuelle. J'ai écrit un texte dans Le Devoir où j'ai comparé l'islamisme et le consumérisme, même si on ne peut pas les comparer, mais j'ai l'impression, ce que j'ai dit au début, là, cette double dictature, enfin barbarie quelque part. Quand on regarde par exemple, on analyse les relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite avec Trump, qui a critiqué soi-disant l'islamisme, etc. Et si on creuse un petit peu, on va trouver il y a des similitudes. En apparence, on dirait que les États-Unis d'Amérique sont aux antipodes de l'Arabie Saoudite. Mais si on creuse un petit peu, on va trouver il y a quelques similitudes. Par exemple, la notion de citoyen. Les États-Unis d'Amérique détestent le citoyen, aimeraient le remplacer par un consommateur. Et l'Arabie Saoudite déteste le citoyen également, aimerait le remplacer par un croyant. Et moi, je vois là en filigrane naître un monstre, un être hybride, un bâtard, quelque part, un croyant consommateur dans le monde. Et j'étais en Europe récemment, j'ai vu la plupart des gens, enfin des Français,
ne sont pas tout à fait citoyens, ils sont des croyants consommateurs quelque part. C'est-à-dire, quand je dis la croyance, ce n'est pas seulement l'islam ou le catholicisme ou une autre religion. C'est-à-dire, quand je rencontre par exemple un occidental, du jour au lendemain, il devient bouddhiste par exemple. Ou un ingénieur, et il va aller rejoindre les rangs de Daesh par exemple. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça, à mon avis, il faut critiquer l'islamisme, et même l'islam, nous avons le droit de le faire également, mais également critiquer le consumérisme. Parce que le consumérisme crée des déshérités, des pauvres. Quand on arrive ici, moi je connais quelques amis aux États-Unis, même ici, ils travaillent, ils arrivent le matin au boulot, il y a le patron qui lui dit voilà, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, maintenant tu peux prendre tes affaires, on n'a pas besoin de toi. Il se retrouve au chômage et largué complètement. S'il a une famille, etc., il va être une proie facile pour l'islamiste radical, enfin l'islamiste. Donc, certainement, Max Weber a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Désenchantement du monde ». Lui, il a poussé les choses très très loin. Avant, il y a des gens il a critiqué à vrai dire les Lumières. L'histoire, quelque part, lui donne raison, même si moi j'aime les Lumières. Donc, j'aime Condorcet, j'aime Rousseau, j'aime Voltaire, etc. Mais il faut regarder les choses avec des yeux clairvoyants. Le désenchantement du monde est à l'œuvre, quelque part. Comment réenchanter le monde? Non pas avec la religion, mais avec autre chose. Comment je vois les choses, moi, c'est avec l'art. Il faut réenchanter le monde avec l'art. Parce que si on va laisser le monde comme ça désenchanté, il y a des gens qui travaillent pour le réenchanter autrement, avec de l'intégrisme. C'est très très important d'analyser les choses et ne pas seulement faire une fixation. Il faut dénoncer l'islamisme, certainement, il faut le faire. Moi je le fais avec des amis qui sont ici, des militants, des artistes, etc., qui sont ici dans la salle. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi on a du mal à convaincre, notamment l'élite. Il y a quelque chose. Comment déconstruire le conformisme, le puritanisme, quelque part, qui nous enferme dans cette atmosphère-là, étouffante un peu. Donc il faut pousser les choses très très loin. C'est pour ça les nuances, quand je dis les nuances, ce n'est pas pratiquer la bien-pensance, c'est pas ça. Les États-Unis d'Amérique, les gens pensent, moi lorsque je vivais en Kabylie, je pensais que les États-Unis d'Amérique c'est l'idéal. Lorsque je vivais en France, voilà, c'est la liberté, etc. Alors que nous vivons un monde orwellien, une époque orwellienne. C'est-à-dire, quand on ne parle de liberté, il faut comprendre la soumission. Quand on ne parle de la paix, il faut comprendre la guerre. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est le côté tragicomique encore qui revient. Monsieur Colby. Karim, on admire beaucoup ton travail, on apprécie beaucoup ce que tu fais. Moi, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est ta perception. Comment tu perçois depuis les 20, les 10 dernières années l'évolution des choses? Est-ce que la situation de la femme, la citoyenneté, la société, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, tu es pour nous un exemple de résistance poétique, mais résistance. Tu es un résistant. Et ma question, c'est comment peut-on, c'est quoi la source de ta résistance? Et comment peut-on déployer ce modèle de la résistance? C'est quoi la piste? Qu'est-ce qui fait que Karim Akouche écrit La religion de ma mère? Hein? Alors, je commence par la dernière question. La résistance. Je suis un résistant, je ne le savais pas. Pour parler de moi un petit peu, je suis ingénieur. Ce que Evelyne a dit tout à l'heure, il y a eu une guerre entre l'ingénieur et le poète, en moi. Et au bout du compte, c'est l'ingénieur qui a été assassiné par le poète. Donc le poète a gagné. D'ailleurs, ces derniers temps, le poète a enterré l'ingénieur. Je suis plus ingénieur. Mais je suis militant, oui, certainement. On a besoin d'ingénieurs. Ah, c'est vrai, oui, oui. Il y a des ingénieurs ici. Je m'en excuse auprès d'eux. Et
Parce qu'il y a une guerre, sincèrement, j'avais du mal à écrire avec cette guerre intérieure au fond de moi. Et donc à un moment donné, je me suis dit, voilà, quand on écrit, il faut aller jusqu'au bout des choses, donc il faut pas tricher. Même si il y a des gens qui ont vu dans mon livre la façon comment j'écris, la dimension d'ingénieur, enfin le style d'ingénieur. Mais je suis également poète, donc je suis romancier. Je suis militant également. Mais je n'aimerais pas que le poète soit assassiné par le militant quelque part. Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la raison. Parce que je peux me tromper quelque part. Pourquoi je dis ça? Parce que je peux annoncer là, devant vous, une vérité pour moi, je vais dire, voilà, une vérité achevée, mais demain sera un mensonge quelque part. Mais je sais une chose, c'est que l'islamisme, il faut le combattre. Ce que j'annonce là, c'est une vérité. C'est pas une vérité absolue, mais pour moi, c'est une vérité quelque part. Et ne pas lui chercher des circonstances atténuantes. Dire, voilà, peut-être, il faut essayer de comprendre. On n'a rien à comprendre. Il faut dénoncer l'islamisme. Comme à l'époque, là, j'ai lu récemment, enfin j'ai relu les chroniques de Camus lorsqu'il accusait de bien-pensance les intellectuels de l'époque qui soutenaient le nazisme. C'est vraiment remplacer. Si on remplace le nazisme par islamisme, maintenant, les chroniques de Camus marcheraient, sincèrement. C'est vraiment frappant. Hein. Donc, comment je vois les choses? Je suis poète, je me vois comme un visiteur, là, dans un vernissage. Il y a des toiles géantes. Pour bien apprécier les toiles géantes, il faut regarder de loin les choses. Ne pas être très près, très proche de l'œuvre. Sinon, tu ne vas pas voir les détails. Donc, j'essaie de prendre le recul. C'est pour ça, ce qui est dangereux dans un livre, une œuvre comme celle-ci, j'écris des chroniques, il n'y a pas de problème. Mais une œuvre, réduire une œuvre à un discours, ça tue. Je ne fais pas la littérature d'urgence. Certainement, il y a un discours à l'intérieur. Mais je fais dire mes vérités à mon personnage quelque part. Et donc, je me vois comme ce visiteur là, qui est un vernissage, il regarde des toiles, donc il prend le recul, il analyse l'ombre, les lumières, il compare, il essaie de réfléchir. Parce que prendre le recul est important. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est le temple de la raison. C'est-à-dire les gens qui ont des certitudes achevées, finies, ils disent voilà, si vous êtes contre moi, si vous ne pensez pas contre moi, donc vous êtes mon ennemi. À ne pas confondre l'adversaire avec l'ennemi. C'est pas la même chose. Donc, ce que je dis moi, il y a certainement, je martèle des vérités, hein, mes vérités à moi surtout. Mais je vous invite à lire mon livre comme une œuvre déjà. Après, vous avez le droit de comprendre ce que vous voulez de ce que je dis. J'annonce la dépossession, enfin la décomposition d'un peuple, et même du monde quelque part, le délabrement du monde, parce que le navire du monde chavire un petit peu, il va à sa perte. Même s'il y a toujours eu des guerres avant, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait un sursaut, je dirais intellectuel, de la part de nos élites, pour dire des vérités qui dérangent. Il faut dire des vérités qui dérangent. Par exemple, j'ai écrit une chronique, déchire ton niqab. Ça peut choquer. Pourquoi j'ai écrit cette chronique? Parce qu'il y a une une pakistanaise, qui est devenue canadienne, lorsqu'il est allé à une cérémonie, la cérémonie pour devenir citoyenne, était habillée en niqab. Et le juge lui dit de se dévoiler le visage, a refusé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? A attaqué l'État canadien et a gagné. Voilà la soumission de l'Occident quelque part. Et des êtres humains en général. Donc ça a donné ce texte-là, parce que la liberté dans la soumission, ce n'est plus la liberté.
Karim, bonjour. D'abord, je te salue pour cette initiative. Moi, j'étais fasciné par justement le livre. Je l'ai lu au cours d'un voyage. Je relève deux petites questions. En fait, une seule question. Est-ce que c'est le fait parce qu'il y a l'islamisme, le phénomène islamisme et sa matrice, le terrorisme, qui a fait renaître l'éveil de l'écriture de ce livre, ou alors, parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est le poète qui a écrit, ou c'est le militant des libertés en général qui a écrit? Je crois que c'est les deux à la fois. Une question pertinente. C'est les deux à la fois. Mais quand on écrit, on aimerait que l'œuvre soit lue dans l'avenir également. On n'écrit pas pour... la plupart d'ailleurs des écrivains qu'on aime, qui sont morts, qui ne sont plus de ce monde, ils n'ont pas écrit seulement pour leur époque, ils ont écrit pour les générations à venir. Donc le piège, c'est écrire juste le conjoncturel. Par exemple, j'aime Frédéric Forsyth, il a écrit sur le KGB2. Il a une plume merveilleuse. Mais quand je lis ça, j'ai l'impression c'est démodé un peu, parce que le KGB n'existe plus quelque part. Donc, j'ai essayé. Certainement, il y a le militant qui a écrit le livre, le laïc, le militant laïque, celui qui défend les droits de la femme, qui défend la liberté des peuples à disposer de leur liberté. Certainement, il y a le militant dans ce livre. Mais j'ai essayé de faire une œuvre, un roman, au sens propre du terme. Parce que toute œuvre devrait triompher du temps. Parce que si l'œuvre est piégée par le temps, l'œuvre est foutue quelque part. Donc j'ai essayé de ne pas, par exemple, j'ai pas appelé le personnage, j'ai appelé Merak. Pourquoi je l'ai appelé Merak? Non, c'est un prénom slave, Mirakov, ça vient de Mirakov. Non, je plaisante. Non, vous avez le droit de le penser, peut-être c'est Karim à l'envers, mais ce n'est pas moi. Il y a Rimbaud qui dit « je est un autre ». Et Gustave Flaubert lui répond « Madame Bovary, c'est moi ». Et moi, je leur réponds à tous les deux « Mirac, c'est vous, lecteur ». Bonjour Karim. Alors, la religion de ta mère, c'est aussi la religion de ma mère. À moi, le Kabyle, ça ne m'a pas appris grand-chose, ça fait partie pratiquement de mon vécu. Et c'est un petit voyage dans un village de Kabylie. Mais il a le mérite de faire sortir ce peuple qu'on veut noyer au plus profond et le faire disparaître. Donc c'est le premier mérite de ce livre. Il parle de religion, il parle de l'islamisme, il parle de la pratique ancestrale. Ce qu'il ne faut pas oublier, je pense que l'islamisme est le fils légitime du capitalisme. Parce que cet islamisme n'existait pas il y a très peu d'années. Et aujourd'hui, on l'a financé à grande échelle, partout dans le monde, pour justement sauver un système d'une qualité assimilée. Le communisme a perdu. Merci, mais juste, je ne partage pas un point lorsque tu as dit que l'islamisme est le fils illégitime du capitalisme. Légitime, oui, même légitime. Moi, parce que dans mon livre, j'ai utilisé l'expression qui pourrait choquer certains d'entre vous également. Et c'est mon rôle, surtout c'est mon personnage qui parle. Hein. Et dès la France, et la fille est née de l'Église, mais à un moment donné, dès l'Algérie, la fille illégitime de la France. C'est mon personnage qui parle. Hein. La fille illégitime de la France. Non, parce qu'à un moment donné, mon personnage arrive à Alger, il se pose la question. C'est quelqu'un qui voit les choses, qui analyse, parce que c'est un monologue intérieur, par moment. Il voit la carte de l'Algérie, c'est parce que vous l'avez vu. C'est tracé pratiquement à la règle. Il dit, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est parce que vous connaissez l'histoire de... à l'époque, Alger existait, mais l'Algérie n'existait pas. Le mot Algérie n'existait pas. Il y a le maréchal Schneider a fait une réunion avec ses collaborateurs. Il s'est dit, voilà, on va extrapoler le mot. Alger, ça a donné l'Algérie, au Domago, au café parisien, quelque part. Donc, apparemment, peut-être la citation vient de là, mais je ne vais pas très très loin, c'est-à-dire dans ton sens, pour dire que c'est le capitalisme qui a donné naissance à l'islamisme, parce que l'islamisme existait avant le capitalisme. Et lorsque
il y a eu la conquête arabe, islamique chez nous. Ils ont détruit, ils ont décapité des femmes et des hommes également. Donc, c'était l'islamisme avant l'heure, quelque part. Madame. Mais pour le reste, je suis d'accord avec toi. En parlant de soumission de l'Occident, je ne sais pas si tu as lu le livre de René, Soumission. Est-ce que c'est un scénario qui peut arriver à ça? Tout est possible. Hein. Parfois, la réalité supplante la fiction. Lorsque j'ai écrit mon roman À l'armée des enfants perdus, c'est l'histoire des clandestins, enfin des jeunes qui voulaient quitter l'Algérie pour aller en Occident, enfin en Europe. Et à la fin, le personnage Aouaoui, il va se faire intercepter. Par qui? Par le passeur, celui qui l'a aidé à s'enfuir. Donc il le raquette, lui soutire de l'argent. À un moment donné, il va, parce qu'il est armé quelque part, il va le faire intercepter. Et qui va le juger à la fin au tribunal? C'est le passeur, celui qui l'a aidé, qui devient le procureur quelque part. Donc là, si on raconte ça ici à Montréal, on va dire c'est une histoire vraisemblable, ils vont dire non. Mais dans la fiction, on peut se permettre des choses. Mais la plupart du temps, la réalité supplante la fiction. Et ce que j'ai écrit, là c'est l'histoire de ces jeunes qui ont quitté l'Algérie, etc. Et qui ont été donc arrêtés par le passeur qui les a jugés. Ensuite, il y a d'autres absurdités qui se passent. En Algérie, là, il y a des amis haïtiens ici, en Haïti également, un peu partout dans le monde. Et l'histoire que j'ai racontée sur le niqab, c'est une absurdité. Raconter cette histoire il y a de cela 10 ans, ici, une femme avec le niqab, on lui donne les papiers et donc refuse de se dévoiler le visage et va attaquer l'État canadien et gagne, il y a 10 ans, impossible. Donc c'est ça d'où le rôle de la littérature quelque part. Monsieur, allez-y. Oui, Azoul. Bonsoir tout le monde. Moi je reviens au roman. Qu'une description soit exhaustive dans cette thématique, puisqu'il s'agit d'une Kabylie laïque. La Kabylie était et est toujours laïque, toujours aujourd'hui. Malgré quelques ingrédients envahissants. Et le livre, le titre du livre va de soi, c'est la religion de ma mère. Il s'appartient à maintes reprises dans des descriptions sur la réserve kabyle, voir la botanique, la faune et la fleur et tout. Je dirais un petit peu. Donc, la plupart du temps, c'est cette mère qui n'a jamais été à l'école, innocente, sage, qui a raison sur l'école algérienne, sur le monde des adultes, sur les intellectuels, nos intellectuels à nous, qui veulent se donner une contenance morale, voilà, ne sont ouverts, mais quelle ouverture! C'est ça le problème. Donc c'est la mère du personnage qui a raison sur tout le monde, quelque part. Et sur le personnage, et sur l'État algérien, et sur le monde actuel, et sur les États-Unis d'Amérique, et sur le Canada, et sur l'écrasante majorité des politiques. Et c'est pas mieux. Monsieur, allez-y, monsieur. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup chacun pour ce livre très intéressant. Je recommande à tout le monde de lire. Moi, je trouve qu'il n'est pas fait de mensonge comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il est fait de faits réels, de faits qu'on a toujours vécu et qu'on vient malheureusement. Ce sont des faits qui ont fait toujours nos malheurs avant et qui font nos malheurs aujourd'hui aussi. J'aimerais bien avoir votre avis sur un certain point. L'Algérie a été l'un des rares pays à avoir fait une révolution progressiste. C'est un pays qui a fait une révolution progressiste parce que les gens qui ont fait justement cette révolution étaient des gens qui n'étaient pas islamistes, qui n'étaient pas religieux. En même temps, la Kabylie, notre région d'origine, son apport à cette révolution a été immense. Il a fourni de grands effectifs pour la révolution, que ce soit en militant, que ce soit en militaire. Ensuite, l'indépendance est arrivée. Malheureusement, c'est mon point de vue,
il y a une classe intellectuelle, qu'on dit francophone à l'époque, a joué le jeu du système à l'époque, au lieu de construire une identité algérienne qui va vers la modernité, il a travaillé dans le sens de nourrir l'arabo-islamique. Et à ce moment-là, une guerre idéologique a été menée contre nous, contre l'Algérie, par le biais de l'arabo-islamisme, et cette guerre, malheureusement, aujourd'hui, il gagne. Quel est votre avis? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Je partage votre point de vue. Analyse pertinente. Mais après, est-ce qu'on a perdu la guerre? Oui, certainement. Mais on a perdu peut-être une bataille, plusieurs batailles. Mais est-ce que la guerre, on a perdu? La résistance, on revient à ce que disait mon ami Claude. La résistance, je suis un résistant. Parmi nous ici, il y a des femmes résistantes ici. Des hommes résistants. Des gens convaincus, qui défendent leurs idées. Ils prennent des risques énormes. Moi, lorsque je suis allé en Algérie, il y a quelques amis ici qui m'ont dit pourquoi y aller. J'ai pris des risques énormes. Mais je me suis dit, ce livre-là, pour moi, je le juge important. S'il arrive à atteindre les foyers kabyles et les autres foyers d'Afrique du Nord et même du monde, pourquoi pas? Parce qu'on a tendance à regarder beaucoup plus la Mecque qu'autre chose. On a tendance à pratiquer l'autocensure. Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas la censure. J'en suis victime, mais l'autocensure. Je ne peux pas me permettre de pratiquer l'autocensure. Parce que c'est se mentir à soi quelque part. Il faut dire les vérités, même si les vérités dérangent. Il faut faire ce travail de sensibilisation. Dire que voilà, l'islamisme, là, pour l'instant, il dérangera toujours l'être humain. Il faut le combattre. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et dire voilà. Comment Le combattre, il faut qu'il y ait un front avec de la sincérité, avec des convictions. Si on est convaincu, il faut aller jusqu'au bout des choses. Le problème de nos élites, ils ont de confort dans leur tête. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils ont, par exemple, ils vont dire, dès qu'il y a un attentat, pas d'amalgame. S'ils ont de confort, c'est des mots qui existent, ils ne connaissent que ça. Leur vocabulaire est très très mince, n'est pas riche. Donc, on les invite, c'est des tautologues, ils pensent sur toutes les questions, sur tous les sujets. Ils pensent là, ils ne font pas de réflexion. Ils s'en foutent complètement. Ils ne veulent pas réfléchir. Parce qu'ils n'ont pas de moyens pour répondre, intellectuels pour répondre à ces questions. C'est des gens qui sont désarmés face à cette menace. Parce que, pour guérir, par exemple, pour guérir un enfant, il est malade, il va chez le médecin, et le médecin doit le faire parler pour comprendre sa maladie. Donc, le médecin, il doit nommer le mal. Si tu nommes pas le mal, tu ne peux pas le guérir. Donc, ce qui se passe avec l'islamisme, déjà, nos élites à nous, la plupart, ont du mal à nommer le mal. C'est un mal, il faut le dire. Il faut le nommer pour le guérir, quelque part. Voilà, donc, déjà, commençons par ce travail-là. Donc, déjà, la prise de conscience est très importante. Nommer le mal, la prise de conscience et le combattre après, avec des moyens, l'éducation surtout. Madame. Parce que le mal, juste je vais conclure, ce qui est dangereux pour moi, ce n'est pas seulement le terrorisme islamiste, c'est l'idéologie islamiste qui est dangereuse. Le wahhabisme, par exemple, c'est très dangereux tout ça. Monsieur, qui est d'origine américaine. Salut Kevin, salut mon frère. Moi je pense salut mon frère. C'est nouveau pour moi d'apprendre que la formation a été en ingénieur. Et je me demande, il y a été un moment spécial, une certaine épiphanie pendant ta jeunesse ou quelque chose t'a tourné la tête vers la littérature que tu voudrais partager avec nous? Une anecdote, là je vais dévoiler ma vie maintenant, de ça. À vrai dire, ne pas exister, c'est intolérable pour moi. J'avais du mal à accepter l'inexistence du Kabyle que j'étais, que je suis toujours. C'est-à-dire,
je me suis dit comment exister, puisque si tu peux ne pas venir, ne viens pas. J'ai consulté quelques amis, je leur ai dit voilà ce que mon éditeur m'annonce. Ils m'ont interrogé avec sa femme pendant 3 heures. Et au sujet de ma venue. Donc j'ai réfléchi, j'ai consulté des amis, tous mes amis m'ont dit faut pas y aller. Et je me suis dit voilà, comment faire? Il y a la responsabilité, donc l'éthique de responsabilité. Je me suis dit j'écris, donc j'ai un message quelque part, et je regarde là, les commentaires de la part des miens, je les reçois, donc ils ont l'espoir en moi. Je me suis dit, les décevoir, ne pas y aller, parce que moi je juge le livre est important pour essayer d'éveiller des consciences. J'ai dit à mon éditeur, après réflexion, je lui ai dit, non, je viens, quoi qu'il advienne. Il m'a dit, je vais faire le travail, je vais essayer de contacter les douanes algériennes pour qu'on ne t'interpelle pas. Ce qu'ils ont fait, même s'ils m'ont traîné un peu, ça a traîné avant de sortir de l'aéroport. Mais après, voilà, ils m'ont suivi. J'ai appris après qu'en quoi j'étais surveillé. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je ne vais pas dire le nom, parce que c'est très secret, quelqu'un qui m'appelle du Canada pour me dire tu dois préparer tes valises, revenir, parce que ton nom est cité parmi les personnes les plus recherchées. Mais avant ça, je devais donner la première rencontre à la librairie Chir, au centre-ville de Tizi Ouzou, et la conférence a été annulée. J'étais annulée, interdite. J'ai discuté avec les responsables de la librairie, et j'ai dit, voilà, puisque j'avais d'autres rencontres à donner, je me suis dit, voilà, autant atténuer un petit peu le propos, et que l'être humain est nomade quelque part, un peu partout dans le monde, c'est le même quasiment, on s'habille tous de la même façon, on bouffe tous les mêmes choses quasiment, c'est-à-dire la pizza, avant c'était juste un produit italien, maintenant il existe partout, les hamburgers existent partout également. Donc j'ai l'impression, le vivant, l'uniformisation du monde quelque part. Et l'être humain, c'est-à-dire la notion de citoyen, des repères, la légitimité historique n'existe pas, c'est-à-dire que tu arrives au monde maintenant ou avant, ou que tu sois amérindien ou québécois ou canadien, etc., on mélange tout. Il y a un problème, c'est-à-dire le problème des frontières, parce que c'est un sujet très très intéressant. Comment, par exemple là ce que je dis, comment le dire avec nuance les choses? Parce que fermer les frontières, c'est dangereux, on tombe dans la vision d'extrême droite des choses. Mais comment ouvrir les portes, mais sans les ouvrir vraiment aux personnes qui détestent l'Occident et même d'autres pays? C'est-à-dire, à mon avis, tout à l'heure, j'ai critiqué l'Occident, l'Arabie Saoudite, enfin l'Amérique et l'Arabie Saoudite, la détestation du citoyen, mais également la détestation du peuple. Nous vivons la haine des peuples, la haine des États. Si on compare la France au Canada, la France c'est une république, mais le Canada c'est pas une république. Donc en France il y a des lois figées déjà, il y a la Constitution, mais au Canada c'est autre chose. Au Canada, là il y a la concurrence entre les communautés, parce que le terme existe, même si je ne l'aime pas trop. Il y a la concurrence, donc la communauté la plus active pourrait un jour, pour revenir au livre de Houellebecq, la soumission, pourrait gagner du terrain. Ouais, dominer. Par exemple, là j'ai les cheveux longs, voilà, on va rire un petit peu. Le dissident, voilà, il y a des amis parmi vous, là, nos dissidents du jour au lendemain, voilà, de laisser nos cheveux pousser un peu, des cheveux longs. On va créer une secte, un exemple. Et on va, par exemple, le sont des enseignants. On va décider d'enseigner, là vous portez des lunettes, des cheveux longs avec des lunettes comme ça. Là je dis n'importe quoi, je suis romancier. Moi j'ai pas de cheveux longs par exemple. Il y a des moyens maintenant avec des médicaments. Là on décide par exemple d'imposer cette vision. Nous sommes ici, je ne sais pas combien de personnes, on est nombreux. On décide voilà, d'imposer cette façon. Nous sommes enseignants, des cheveux longs, des lunettes, nous portons des lunettes. Et on va imposer ça. Si nous sommes nombreux, on pourrait changer les choses. On va imposer ça. C'est comme ça, c'est-à-dire l'État canadien est fragile.
Parce qu'il n'y a pas de loi figée. Et c'est la concurrence communautaire. C'est pour ça, c'est la vision anglo-saxonne des choses. En Allemagne, on dirait que j'étais à Montréal, à Francfort. J'ai trouvé des islamistes en train de distribuer des prospectus. En plein cœur, j'ai demandé à ceux qui m'ont invité, alors ils m'ont dit ici, c'est comme ça. Il faut respecter l'autre. C'est-à-dire l'autre, quoi qu'il dise, il faut respecter. Et on tombe dans des absurdités comme notre cher Premier ministre, Philippe Couillard, qui dit par exemple, l'intégrisme est un choix personnel. On a le droit d'être intégriste au Canada. Et moi, je lui ai répondu dans un texte on a publié avec des amis kabyles, une réponse, ou à un moment donné une citation, parce qu'il y a la journaliste qui m'a posé des questions. Je dis, si l'intégrisme est un choix personnel, c'est quoi le terrorisme? Le terrorisme, c'est quoi? C'est l'intégrisme qui n'est pas encore passé à l'acte. Donc, les frères Kouachi, par exemple, qui ont assassiné les journalistes de Charlie Hebdo, en fraction de seconde, il était intégriste et devient terroriste à un moment donné. Donc, un raisonnement de notre Premier ministre, là, c'est choquant de dire ce genre d'absurdité. Mais dans ces pays-là, les pays, je dirais, où l'on pratique le communautarisme, le multiculturalisme, parce que je fais la distinction entre le multiculturalisme et la diversité culturelle, c'est pas la même chose. La richesse est importante, mais le multiculturalisme, c'est la négation de la diversité. Et c'est quoi le multiculturalisme à la base? C'est un regard pas condescendant vers l'étranger. C'est-à-dire, j'ai une maison, j'ai un enfant, mon foyer, j'ai un enfant, j'ai un chien. Je ne vais pas traiter de la même façon mon chien et mon enfant. Donc quelque part, là, l'image que je vous donne, le père de famille, un enfant et un chien, c'est comme l'État canadien. Et il y a les Canadiens, entre guillemets, pur laine, et de l'autre côté, l'étranger. Il y a un regard paternaliste. Un chien, on ne va pas lui parler le langage qu'on utilise pour les enfants. Donc il y a un regard codescendant, quelque part, envers l'étranger. C'est-à-dire, ce n'est pas l'ouverture, à vrai dire, le multiculturalisme. Au contraire, c'est une certaine arrogance, le mépris envers l'étranger. On va à une dernière question parce qu'on doit clore. Après ça, il sera à votre disposition, vous pouvez aller lui parler. Allez-y, monsieur. Oui. Vous n'avez pas oublié, je suis convaincue. Non. Malgré l'âge. C'est correct. C'est correct. L'excuse fatale. Pas de problème. Salut Karim. Moi, je suis peut-être quelqu'un qui a vécu 30 années en Algérie, 30 années au Québec. Donc, je peux prendre le pouls de la situation et de la façon dont elle a évolué. Je reviens à deux petites phrases de notre chantre régional, je dirais pas national parce qu'on n'a pas de nation encore. Matou Blounès, il disait, je traduis, messieurs, dames, ils se sont emparés du pouvoir en se prenant par la pointe des pieds et leur plus grande force, c'est l'attente. Attendre, le verbe action. Je prends un autre chantre, Idir. Un jour, à Montaigu, il se faisait interviewer. Il venait de s'installer en France depuis à peu près 5 ans. On lui a posé la question suivante. Comment, maintenant que vous êtes en France, comment entrevoyez-vous votre pays, l'Algérie, etc. Évidemment, l'arabisation à outrance, je dirais, qui dit arabisation dit islamisation par voie de conséquence, ça va de pair, avait commencé en Algérie. Car ces gens-là, le portefeuille qui les intéresse dans un gouvernement, c'est pas les finances, c'est jamais l'économie, c'est jamais les transports, c'est jamais le ministère de l'Éducation. Préparer la pâte de demain, c'est prendre aux enfants au berceau s'il le faut. Idir a dit, dans sa plus grande sagesse, malheureusement, la recherche d'indépendance de l'Algérie ne s'est pas contentée de chercher à chasser Lopez, Rodriguez et Martinez.
C'était les noms très courants de nos colons. Elle a même, dans sa folie meurtrière, elle a même chassé le siècle des Lumières, les Spinoza, les philosophes de ce monde. D'accord? Savez-vous, en Algérie, depuis les 35 dernières années, il n'y a pas eu un seul jeune Algérien qui a eu la chance, le bonheur d'étudier la philosophie. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. J'ai un fils qui est professeur de philosophie ici, monsieur. Il a étudié sa philosophie au Québec. Et si je suis parti de là-bas, c'est un peu pour ça. Oui, les facultés de philosophie existent, mais pas pour étudier du Spinoza et du Nietzsche. Non, ils font partie du programme, hein, donc... Moi, je reçois aujourd'hui, honnêtement, ils font partie du programme, on les étudie en quoi? En langue française ou en langue arabe? Merci, merci à tout le monde. On va alors, signature dans le livre avec Karim. Ceux qui veulent. Sorry.